Jeudi 19 janvier, vous êtes sur Télé Sud et c'est l'heure du journal du soir. Voici les principaux titres de l'actualité. L'opération militaire Serval devenue Barkhane n'est pas un échec. Ce sont là les propos tenus par l'ancien président français François Hollande qui accuse par ailleurs la compagnie privée de sécurité russe Wagner d'adopter une posture néocolonialiste en Afrique. Ce sont des propos qu'il a tenus lors d'une interview accordée à nos confrères de France Média Monde. Ils ont vécu des jours sombres à la prison de Korotoro au Tchad. 2 jeunes arrêtés après les manifestations anti-pouvoir du 20 octobre dernier et libérés au terme d'un procès qui s'est déroulé dans la même prison au cœur du désert de Djourab racontent leur calvaire. Vous les écouterez dans ce journal. Des transports fortement perturbés, des raffineries à l'arrêt, des écoles fermées et de grandes manifestations dans les rues ce jeudi en France. C'est une journée de mobilisation sans précédent contre la réforme des retraites, jugée injuste et brutale par l'intersyndicale à l'origine d'une pétition qui exige une refonte du projet. On en parle en fin d'édition. Alors que les forces militaires françaises sous le nom Serval devenu Barkhane par la suite ont quitté le sol malien après près de 10 ans de lutte contre le djihadisme, pour l'ex-chef d'État français François Hollande, l'opération n'a pas été un échec. Les autorités maliennes mènent désormais la lutte contre le terrorisme dans le pays avec le groupe privé russe Wagner que l'ancien président français accuse d'être des néocolonialistes en France. Mathieu Nicolas pour plus de détails. Il y a 10 ans, il prenait la décision d'engager la France militairement au Mali pour repousser la menace djihadiste. Aujourd'hui, les derniers soldats français ont quitté ce pays du Sahel et les djihadistes ont gagné du terrain. Mercredi, l'ancien président français François Hollande, invité par France Monde Média, n'a pas caché sa tristesse d'assister impuissant à la détérioration des relations franco-maliennes. Ensuite, j'ai vu avec peine, c'est vrai, la détérioration de ce lien pourtant fondé sur l'amitié, la reconnaissance des populations qui sont présentes au Mali, mais aussi en France. Beaucoup de Maliens sont dans notre économie, sur notre territoire et vivent pacifiquement leur vie ici. Donc, j'ai cette peine, cette tristesse de voir que ça s'est dégradé. Loin des images euphoriques qui ont accompagné la visite de François Hollande au Mali, ce que regrette le plus l'ex-président, c'est la désinformation dont Paris a été victime sur le continent et en particulier au Mali. L'ex-chef d'État accuse directement le groupe paramilitaire russe Wagner d'être à l'origine du ressentiment anti-français au Mali. Et puis il y a eu la propagande, une propagande qui s'est installée sur les réseaux sociaux et qui laissait penser que la France venait dominer un pays, chercher à l'humilier, à le contrôler, à le dominer, ce qui n'était pas du tout le cas. Et regardez l'influence qu'a le groupe Wagner ou qu'ont les réseaux alimentés par les Russes qui arrivent à convaincre une partie de la population que finalement ils les protégeraient mieux que nous, alors que je pense que les néocoloniaux, ce sont eux. François Hollande, qui accuse Wagner de néocolonialisme, voit dans l'installation du groupe paramilitaire russe au Mali la principale cause de la dégradation de la situation sécuritaire au Mali. Mais l'ex-chef d'État dit aussi respecter le choix des autorités de transition, un choix dont elles doivent assumer aussi les conséquences. Les 2 derniers otages d'un enlèvement dans une gare au nord au Nigeria ont été libérés par les forces de sécurité. Pendant cette opération, 7 personnes, dont 2 chefs de village, ont été arrêtés. Pour rappel des faits, le 7 janvier, des hommes armés ont pris d'assaut une gare dans l'état d'Edo et ont enlevé des dizaines de personnes qui attendaient leur train. Dimanche, le responsable de l'information de l'état d'Edo avait annoncé la libération de 12 des 14 otages restants.
En RDC, le parc national des Virunga, situé dans l'est du pays, se retrouve piégé au milieu de l'insurrection des rebelles du M23. Les rebelles ont conquis ces derniers mois des vastes pans des territoires, poussant les civils à fuir vers un village à 8 km au nord de Goma. Ces déplacés envahissent le parc naturel sous le regard impuissant des autorités. Mathieu Nicolas. Un champ qui s'étend sur des kilomètres. Il n'en a pas l'air, mais il s'agissait d'une forêt auparavant. Si l'on se rapproche, on y voit de la fumée jaillissant du sol, des arbres arrachés et ce qui semble être désormais de la boue. En RDC, la forêt du volcan Nyiragongo est presque totalement rasée. La raison, des dizaines de milliers de personnes sont venues s'entasser dans des camps de fortune au pied du volcan. Ils fuient les violences du groupe rebelle M23. Nous voulons rentrer chez nous. En fuyant la guerre, nous avons tout abandonné. J'imagine que les assaillants ont déjà tout pillé pendant que la famine nous menace ici. Donc, si nous sommes aujourd'hui dans le parc, c'est pour éviter de mourir de faim. Éviter de mourir de faim, c'est le choix de Jean Bosco. Il coupe du bois pour se faire de l'argent qui lui permettra de se nourrir. Les réfugiés sont dans l'attente d'aide depuis des mois, mais en vain. Ça fait 3 mois que nous n'avons pas reçu d'aide, alors au lieu de mourir de faim, nous venons couper les bois du parc. Dans cette partie du parc national des Virunga, la végétation était dense et verdoyante il y a peu. En moins de 2 mois, plus de 200 hectares ont été rasés. Les autorités du parc sont partagées. D'un côté, elles voient les conséquences de la présence des déplacés sur la végétation. De l'autre, la situation des déplacés est à déplorer. Il y a un besoin auprès des déplacés, un besoin en bois de chauffe, mais aussi de l'autre côté, on a l'obligation de protéger le parc. Ça nous met vraiment en situation difficile, mais aussi, à part la présence des déplacés dans cette zone, il y a aussi lieu de signaler l'activisme des groupes armés. Depuis l'arrivée des déplacés, le déboisement dans la zone du volcan Nyiragongo est plus que notable. Mais ce coup porté à l'environnement ne pèse pas bien lourd face à la lutte pour la survie de ces réfugiés, obligés de couper le bois de la forêt pour se réchauffer ou se faire de l'argent. Mardi à Davos en Suisse où se tient le Forum économique mondial, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a une nouvelle fois insisté sur la responsabilité du Rwanda dans la crise sécuritaire qui frappe la partie est de son pays. Pour lui, le groupe armé M23 qui devait achever le 15 janvier son retrait des zones occupées en RDC, selon l'accord de Luanda, garde toujours plusieurs de ses positions à cause des minerais dont regorge l'est de la RDC. On l'écoute. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Le Rwanda, de son côté, accuse la République démocratique du Congo de chercher à sortir des processus de paix engagés à Luanda ainsi qu'à Nairobi. Selon un communiqué de Kigali, la RDC tente de saboter ou d'abandonner ces accords régionaux, ce qui ne peut être vu que comme un choix visant à perpétuer le conflit et l'insécurité.
L'acteur britannique Idriss Elba et sa femme Sabrina se font les porte-voix des fermiers africains au Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse. Ils ont remporté en marge de ce forum un trophée pour leur engagement en tant qu'ambassadeurs de bonne volonté auprès du Fonds international de développement agricole FIDA pour des actions liées à la sécurité alimentaire et au dérèglement climatique. Lorraine Mabou pour plus de détails. Loin des projecteurs des plateaux de cinéma, Idriss Elba joue ici en Zambie les Gentleman Farmers. Ambassadeur du Fonds international de développement agricole, l'acteur à succès et son épouse sont venus ici dans le cadre d'un programme du FIDA permettant d'améliorer la production vivrière et la sécurité alimentaire. Je pense que ce qui m'anime, c'est l'injustice, avec la moitié du monde qui mange et l'autre moitié du monde qui ne mange pas à sa faim. Et une moitié du monde fait des dommages considérables à la planète, et l'autre moitié ne participe pas à cette destruction, mais souffre et meurt de faim à cause de cela. C'est injuste. Si c'était un film, ce seraient les mauvais et les gentils. Touché par cette injustice qu'il dénonce, Idriss Elba et son épouse Sabrina se font désormais les porte-voix des petits fermiers africains à Davos. Objectif, pousser les entreprises occidentales à investir davantage dans un secteur considéré comme le plus prometteur après celui des technologies. Davos, c'est un endroit où il y a beaucoup plus de connexions, de rencontres directes. Donc oui, comme le dit Sabrina, nous ce qu'on demande c'est que les gouvernements, les chefs d'entreprise, le secteur privé se penchent sur l'agriculture des petits fermiers, qu'ils considèrent le FIDA comme un partenaire pour essayer d'éradiquer de façon pérenne un problème qui va tous nous affecter. L'engagement du couple Elba lui a valu lundi un prix Cristal décerné par le Forum économique mondial. L'acteur britannique et son épouse entendent poursuivre à travers leur propre fondation le combat en faveur des petits fermiers qui ont, selon eux, un rôle crucial en matière de sécurité alimentaire et même de climat. Ils ont vécu des jours sombres à la prison de Korotoro au Tchad. 2 jeunes arrêtés après les manifestations anti-pouvoir du 20 octobre dernier et libérés au terme d'un procès qui s'est déroulé dans la même prison au cœur du désert de Djourab racontent leur calvaire. Ils disent avoir vécu leur période d'incarcération dans des conditions drastiques et inhumaines. Souilas Bailly. Au départ, nous, on avait pensé qu'à la mort. Parce que vu la manière où les gens nous traitent, là, on dirait que la vie humaine n'a pas de valeur. Par peur des représailles, Yves et Nadjilem ont préféré témoigner dans l'anonymat. Ces 2 jeunes Tchadiens sont des ex-prisonniers de Korotoro, la prison de haute sécurité au cœur du désert tchadien. Ils faisaient partie des centaines de personnes arrêtées par la police à la suite de manifestations contre la junte militaire au pouvoir le 20 octobre 2022. À Korotoro, pour nous, c'est l'autre qui nous a amené l'intention de nous tuer. C'était les Boko Haram qui étaient nos brigadiers. C'était eux qui s'occupaient de nous. Et c'est avec les fers de 10 là, qui étaient leur chicotte. On chicotait avec les fers de 10 et aussi on a enchaîné avec les fers de 16. Jugés dans un procès de masse, sans avocat ni médias indépendants, après 1 mois et demi de détention, Yves et Nadjilem ont depuis recouvré la liberté. Libérés par les autorités tchadiennes, beaucoup restent traumatisés par ce séjour et les sévices infligés. Nous avons eu des témoignages de ces prisonniers qui sont mal couverts et qui commencent à développer des maladies. Respiratoires et consorts. Donc vous voyez que là, c'est vraiment dans des conditions drastiques, des conditions draconiennes qu'on a mis ces personnes à Korotoro. Si Yves et Nadjilem ont eu la vie sauve, certains n'auraient pas eu leur chance. Le collectif des avocats des prisonniers affirme qu'il y a eu des manifestants arrêtés qui ont disparu et dont on n'a pas retrouvé les corps, et ni de traces à la prison de Korotoro, surnommée le Guantanamo tchadien. L'Organisation mondiale contre la torture avait évoqué fin octobre plus de 2000 arrestations, mais le gouvernement tchadien n'a admis que 621 arrestations, dont 83 mineurs. La RCA
commémoré hier la 44e journée nationale des matières rebaptisées, semaine de la jeunesse centrafricaine. Plusieurs manifestations autour du thème « La jeunesse centrafricaine face aux enjeux des élections locales et régionales » sont programmées. Les célébrations ont débuté par une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument des matières en mémoire des élèves et étudiants victimes des massacres du 18 janvier 1979. Jean-Paul Tibenda pour le reportage. La cérémonie de cette journée des martyrs, désormais semaine de la jeunesse centrafricaine, a été marquée, entre autres, par le dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs à Bangui par le ministre centrafricain de la jeunesse et des sports Aristide Briand Roboaz, en présence des personnalités impliquées dans les activités de la jeunesse, des acteurs, parents, amis et connaissances des victimes. L'occasion a été donnée aux membres du gouvernement centrafricain d'inviter la jeunesse à s'impliquer véritablement dans les activités de reconstruction du pays. Le travail qui m'incombe consiste à créer toutes les conditions favorables pour que les jeunes deviennent de véritables acteurs pour le développement social et économique national. L'autre aspect important développé par le membre du gouvernement, c'est la question des prochaines élections locales et régionales de juillet 2023. Une question qui doit interpeller bon nombre de jeunes qui vont pour la première fois voter lors de ce scrutin suspendu depuis plus d'une trentaine d'années déjà. Il importe que les jeunes leaders soient préparés pour faire face à toute éventualité, notamment d'être aptes à contribuer efficacement à la réussite des prochaines élections électorales. Un des parents des victimes de ce triste massacre des abeilles, forceur spéciale de l'empereur Jean-Bédel Bokassa, était également au rendez-vous de ce 44e anniversaire des martyrs et de la 12e édition de la Semaine de la jeunesse centrafricaine. Il y a un problème de rupture de paiement de salaires, de bourses, de pensions, etc. Il n'y avait pas d'argent. Et pour cela, le politique, la thématique était imposée. Il fallait le port des tenues des enfants avant d'aller à l'école. Mais sur ce, les travailleurs qui n'ont pas été payés ont commencé à manifester en sourdine, n'est-ce pas, ce mouvement pour ne pas accepter, n'est-ce pas, ce port de tenue des enfants avant d'aller à l'école. Il y a ça. Et puis finalement, les enfants et les autres ont pris cette démarche pour manifester dans la rue. Cette journée des martyrs rappelle le massacre des élèves et étudiants le 18 janvier 1979 qui revendiquait le port obligatoire des tenues scolaires exigées par l'ex-empereur Jean-Bédel Bokassa alors que leurs parents accumulaient des arriérés de salaire leur empêchant d'honorer cette exigence. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko renvoyé devant un tribunal correctionnel pour viol. Des députés allemands qui reconnaissent le génocide des Yézidis par le groupe État islamique. Un arabe israélien libéré après 40 ans de prison pour le meurtre d'un soldat. C'est le reste de l'actualité réalisé par Lorraine Mabou et Noël Ndonga. La justice sénégalaise a ordonné mardi le renvoi de l'opposant Ousmane Sonko devant un tribunal criminel pour viol et menace de mort. Ce renvoi de Ousmane Sonko, troisième à la présidence de 2019 et candidat considéré comme bien placé pour celle de 2024, injecte une inconnue supplémentaire dans la campagne à venir. Il dénonce une machination ourdie par le président Macky Sall pour l'écarter de la course à la présidentielle. En mars 2021, l'arrestation d'Ousmane Sonko à la suite d'une plainte avait déclenché plusieurs jours d'émeutes, provoqué la mort d'une douzaine de personnes. L'un des avocats de Ousmane Sonko a souligné que l'ordonnance de renvoi était susceptible de recours et a dit l'intention des avocats d'interjeter l'appel.
Les députés allemands ont reconnu ce jeudi le génocide des Yézidis par le groupe État islamique. Cette reconnaissance du génocide est une étape essentielle pour surmonter les traumatismes de la communauté yézidi et leur sécurité. L'ensemble des députés présents ont voté en faveur du texte présenté par la coalition au pouvoir et l'opposition conservatrice CDU. Les faits remontent en 2014 où plus de 5000 membres de la minorité kurdophone des Yézidis dans le nord-ouest de l'Irak ont été exterminés par le groupe djihadiste État islamique. L'Allemagne, où vit une importante diaspora yézidi, est l'un des rares pays à s'être saisi judiciairement des exactions commises par l'EI contre cette minorité. Un arabe israélien emprisonné pendant 40 ans en Israël pour le meurtre d'un soldat a été libéré ce jeudi. En 1983, Maher Younis avait été reconnu coupable avec son cousin Karim Younis du meurtre du soldat Avraham Bromberg alors qu'il revenait de sa base dans le Golan. Les deux hommes avaient initialement été condamnés à mort. Leur peine avait ensuite été commuée à la perpétuité, puis à 40 ans de prison. Une centaine de personnes s'étaient rassemblées jeudi devant sa maison dans le village d'Ara pour accueillir Maher Younis. Les autorités israéliennes ont annoncé qu'elles ne toléreraient aucune glorification de ces actes à l'occasion des cérémonies organisées par ses soutiens. Maher Younis, 62 ans, a été libéré de la prison de Bir Sheva dans le sud d'Israël. Des transports fortement perturbés, des raffineries à l'arrêt, des écoles fermées et de grandes manifestations dans les rues ce jeudi en France. C'est une journée de mobilisation sans précédent contre la réforme des retraites jugée injuste et brutale par l'intersyndicale, à l'origine d'une pétition qui exige une refonte du projet de Paris à Marseille en passant par Nantes. Premières images de la mobilisation commentées par Soukaina Scali. Ni la pluie, ni les températures basses n'ont été dissuasives. Ce jeudi, plusieurs centaines de milliers de manifestants ont répondu à l'appel des syndicats à travers 200 points de rassemblement en France. Un seul mot d'ordre, non à l'actuelle réforme des retraites. C'est ma première fois que je manifeste tout au long de ma carrière professionnelle parce que je me sens concernée, moi, mais pour l'avenir, parce qu'on n'arrête pas de tirer aussi sur les mêmes personnes. Donc il y a un peu un ras-le-bol. On a un gouvernement actuellement qui ne veut pas écouter forcément les gens. Et je pense aussi que c'est une bonne façon de manifester notre mécontentement. Pour la première fois depuis 12 ans, les 8 syndicats ont décidé de faire front uni. Avec cette mobilisation massive, les syndicats espèrent faire reculer le gouvernement sur sa réforme, qui prévoit l'âge de départ à la retraite à 64 ans, contre 62 actuellement. Nous, au niveau national, on dit que c'était une première étape. Aujourd'hui, ce soir, la balle sera dans le camp du gouvernement, donc il y aura probablement une seconde étape. Dans les entreprises, c'est les salariés qui décident. Et il y a déjà eu des décisions, vous l'avez vu, dans les raffineries, dans l'énergie, mais dans d'autres entreprises où il y a déjà des journées qui sont annoncées. Raffinerie, transport, école, cette grève a affecté plusieurs secteurs. À la SNCF, seul un TGV sur 3 est en service, tandis que dans les écoles du premier degré, 70% des enseignants sont grévistes. Pour ce facteur venu manifester, le but est d'obtenir une retraite honnête. Je n'ai pas un salaire qui me permet d'avoir une retraite à 3 000 €. Mais là, si ça continue, moi, je vais partir avec 900 € de retraite, quoi. Donc, après, on peut me dire, oui, tu auras le droit au minimum vieillesse, tout ça, mais c'est avoir fait un boulot pendant tant d'années et avoir une retraite, disons, sympathique qui permet de vivre sans compter les fins de mois, sans budgétiser tout pour voir si on va y arriver. C'est passer une fin de vie agréable, quoi. Le texte, soutenu par la Première ministre Elisabeth Borne, sera présenté en Conseil des ministres lundi 23 janvier. Défendu par l'exécutif comme un projet porteur de progrès social pour le pays, cette réforme des retraites prévoit le report de l'âge légal à 64 ans, l'allongement accéléré de la durée de cotisation. De rétablir l'équilibre de notre système de retraite. La pilule de cette réforme des retraites pourra-t-elle passer? Non, répond Jean-Luc Mélenchon, qui voit déjà une bataille perdue par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Écoutez plutôt. Déjà, il y a une bataille qui est perdue par le gouvernement,
et qui est tout à fait nouvelle dans le contexte, n'est-ce pas? Moi, j'en suis à ma je ne sais combienième réforme des retraites. C'est que cette fois-ci, personne ne croit à la valeur des arguments présentés par le gouvernement. Dans le passé, il y avait toujours un doute. Est-ce que le système était en danger? Bref, les gens sont toujours prêts à faire des efforts, ils sont de bonne volonté. Mais là, ils savent, c'est comme ça, qu'on leur ment. Et que ce n'est pas vrai, on est en train de leur prendre encore un petit bout de vie pour en donner le montant équivalent à d'autres, qui sont les peu nombreux qui aujourd'hui se gavent. Et ça, si vous voulez, vous faites le tour, c'est une conscience populaire qui n'est pas toujours formulée, mais qui est toujours pensée. Donc le gouvernement a perdu sa première bataille. Hasard de calendrier, Emmanuel Macron est à Barcelone ce jeudi 19 janvier alors que la France manifeste massivement contre la réforme des retraites de son gouvernement. Depuis Barcelone, le chef de l'État français a déclaré que cette réforme est juste et responsable. Je vous propose de l'écouter. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques à l'Assemblée et au Sénat de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Et que si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Dans des pays qui vivent de plus en plus longtemps, où nous avons créé des systèmes justes et forts qui reposent sur l'égalité entre les générations, à des moments où vous avez de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. Pour finir cette édition, on fait un tour au Maroc, précisément au parc zoologique de Rabat, où s'est tenue une exposition d'ossements de lions de l'Atlas, récemment retirés de la grotte de Bizmoun. Selon le ministre marocain de la culture, c'est une trouvaille qui démontre l'évolution de la faune et du climat. Souila Sbahi. Exposé au parc zoologique de Rabat, ce crâne fait partie des ossements de lions de l'Atlas, récemment retirés de la grotte de Bizmoun, dans le centre-ouest du pays. Véritable témoin de l'histoire du royaume chérifien, c'est la première fois que le Maroc organise une exposition où sont présentés un concentré d'ossements fossiles du lion de l'Atlas. Et ça, c'est très important en fait à signaler. Deuxième chose, c'est qu'il met en valeur en fait la richesse et la diversité biologique du lion de l'Atlas et aussi géographique parce qu'on le trouve dans différentes régions du Maroc, comme je l'ai dit en fait, soit au nord, au centre et au sud. La découverte de ces ossements permet au pays de raconter à travers cette exposition l'histoire de l'évolution de la faune et du climat. Pour nous, ces trouvailles, ces études-là, encore une fois, démontrent l'évolution aussi de la faune, l'évolution du climat au sein du royaume. Et c'est ce qui nous permet encore une fois d'approfondir ces études-là pour mieux connaître notre passé. Ce passé, bien évidemment, qui est important pour toute stratégie future dans le domaine de l'archéologie et de la géologie. Emblème marocain, complètement disparu des montagnes depuis 1941, les lions de l'Atlas ne vivent désormais que dans ce parc. 38 au total sont en captivité. Leur présence permet d'alimenter le secteur du tourisme local. Fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.